Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal, tout d'abord les principaux titres. Début de la visite du président Hosni Moubarak en Grande-Bretagne, deuxième étape d'une tournée en Europe et aux États-Unis. Mise en garde du président Moubarak à l'Iran contre les actes terroristes en Égypte. Poursuite de la fermeture sine die des territoires arabes occupés et renfort de troupes israéliennes dans la région. Enquête sur les crimes de guerre serbes en Croatie au moment où l'ONU réaffirme l'intention de soumettre au Conseil de sécurité un projet d'établissement d'une cour pour ces crimes. Enfin, réunion ce soir du nouveau gouvernement français. Bonsoir. Venant de Bonn, le président Hosni Moubarak est arrivé aujourd'hui à Londres pour une visite de 4 jours. Le chef de l'État s'entretiendra avec les leaders britanniques, dont le Premier ministre, M. John Major. Le processus de paix les négociations de paix sur le Proche-Orient devant reprendre le 20 avril prochain, ainsi que le rôle européen, la situation dans le Golfe, en Europe, dans la Corne de l'Afrique et les relations égypto-britanniques sont à l'ordre du jour des entretiens. Le président Moubarak quittera Londres samedi prochain à destination de Washington. Le président Moubarak a reçu ce matin à Bonn une délégation d'hommes d'affaires dirigée par le président de la Chambre de l'industrie et du commerce allemande. Le chef de l'État a mis l'accent sur les chances d'investissement en Égypte. C'est la région la plus adéquate aux investissements en raison de sa position géographique au centre du monde, à proximité des marchés de grande consommation, a dit le chef de l'État. Évoquant les actes de terrorisme en Égypte, le président Moubarak a souligné qu'ils sont sans importance et qu'ils visent à perturber le développement économique réalisé en Égypte. Le monde est secoué par des actes beaucoup plus graves que ceux qui se produisent en Égypte, sans affecter pour autant la paix, la sécurité et le progrès, a précisé le chef de l'État. De leur côté, les hommes d'affaires allemands ont fait l'éloge de la réforme économique en Égypte et des réalisations accomplies dernièrement par le gouvernement égyptien. Le président Moubarak s'est entretenu avec le Premier ministre pakistanais, M. Nawaz Sharif, actuellement en visite à Bonn. Noyau des discussions, les questions d'intérêt commun, la situation en Inde, en Afghanistan et dans le Golfe. Les deux interlocuteurs ont également étudié la situation dans la communauté des États indépendants, la question des musulmans en Bosnie-Herzégovine également. L'entretien a eu lieu à la demande du chef du gouvernement pakistanais. Le président Hosni Moubarak déclare que l'Iran est à l'origine des actes de violence et du lancement des bombes contre des objectifs touristiques en Égypte. Dans une interview au Financial Times, le chef de l'État a mis en garde les diplomates iraniens au Caire qui seront suivis de près, affirmant qu'il n'hésiterait pas à les expulser au cas de découverte de preuves les impliquant dans ces actes. D'autre part, le président Moubarak a invité le Premier ministre israélien, M. Yitzhak Rabin, à prendre des mesures efficaces afin d'assurer la reprise des négociations de paix à leur date prévue. Le président Moubarak a qualifié de vital et de nécessaire que l'administration Clinton devienne un partenaire à part entière au processus de paix, non seulement en exerçant des pressions sur Israël, mais en aidant à la relance de ce processus. Le chef de l'État a d'autre part réaffirmé que la division de l'Irak est une question extrêmement dangereuse qui exposera toute la région au danger. Il a ajouté par ailleurs qu'il examinera avec le président Clinton les moyens d'aider le peuple irakien. Le Premier ministre, M. Atef Setri, a reçu aujourd'hui le ministre suédois de la coopération internationale, Stephen Stone, actuellement en visite en Égypte. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et technique entre les deux pays. Assistait à la rencontre le ministre d'État pour la coopération internationale, M. Maurice Makramala, ainsi que l'ambassadeur de Suède au Caire.
Violents affrontements entre les forces d'occupation israéliennes et la population palestinienne au camp d'El Shati dans la bande de Gaza. Bilan 10 blessés parmi les Palestiniens. Par ailleurs, la bande de Gaza occupée est bouclée depuis lundi et la Cisjordanie depuis aujourd'hui à la suite d'une vague d'attentats palestiniens qui ont fait 15 morts et 23 blessés en un mois parmi les militaires et civils israéliens. Des barrages ont été érigés aux différents accès du territoire israélien. Près de 300 travailleurs palestiniens se trouvant illégalement en Israël ont été arrêtés ce matin dans la région de Tel Aviv. Le Premier ministre israélien, M. Rabin, a annoncé dans une interview télévisée la prise de nouvelles mesures visant à assurer la sécurité israélienne. La fermeture de la Cisjordanie atténuera la tension entre les Israéliens et les travailleurs palestiniens en Israël, lesquels suscitent l'inquiétude de la famille israélienne. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali, a déclaré avoir l'intention de soumettre au Conseil de sécurité un projet relatif à l'établissement d'une cour chargée de juger les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine. Dr Ghali a souligné que les consultations sont en cours avec les experts pour examiner la possibilité de créer une telle cour qui sera contrôlée par les Nations Unies. À New York, approbation à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité pour proroger le mandat de la Force de protection des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie pour 3 mois. Cette décision intervient en raison des négociations qui piétinent entre le gouvernement croate et la minorité serbe en Croatie et leur échec à parvenir à un accord pacifique. La Force de protection des Nations Unies en Yougoslavie est d'un effectif de 22 000 hommes. Et en Croatie, la mission des Nations Unies est chargée d'enquêter sur les crimes de guerre, a visité les forêts de Ovčara où les Serbes ont commis des massacres après la prise de la ville côtière de Vukovar il y a un an. La mission a saisi des squelettes ainsi que des habits des personnes malades que les forces serbes ont transférés de l'hôpital de Vukovar et dont les dépouilles n'ont pas été trouvées jusqu'à présent. Il s'agit de 300 Croates. À Bruxelles, le président yougoslave Dobrica Kosic déclare que Belgrade refuse de contraindre les Serbes bosniaques à signer le plan de paix sur le découpage de la Bosnie. Intervenant devant le Parlement européen, M. Kosic met en garde contre les pressions internationales accrues sur la Serbie qui pourraient entraîner des opérations de destruction de large envergure. Les efforts déployés par les Serbes en faveur de la paix sont mal appréciés par la communauté économique européenne, les Nations Unies, les États-Unis et la Russie, prétend M. Kosic. L'allocution du président yougoslave visait à inciter la communauté internationale à lever les sanctions imposées contre la République de Yougoslavie. Un convoi des Nations Unies de 14 camions a quitté l'enclave bosniaque de Srebrenica pour la ville de Tuzla avec à bord environ 2000 réfugiés. Les secouristes de l'ONU n'épargnent aucun effort afin d'évacuer des dizaines de milliers de réfugiés musulmans assiégés dans la ville dans l'attente des assistances larguées par les avions. La 13e conférence sur le choix des experts internationaux en administration tenue au Caire appellera les pays industrialisés et les institutions financières internationales à renforcer le fonds d'administration qui sera créé pour soutenir le processus du développement dans les pays du tiers-monde. Au cours d'une conférence de presse, le directeur du département du soutien au développement et aux services d'administration aux Nations Unies a indiqué que l'ONU déploie des efforts dans ce sens. Le secrétaire d'État américain Warren Christopher a violemment critiqué l'Iran, l'accusant de tenter de se doter d'armes de destruction massive.
Il a ajouté que l'administration américaine déploierait des efforts afin d'interdire l'octroi par la Banque mondiale de prêts à Téhéran. Téhéran ne mérite pas l'appui de cette institution financière internationale, selon M. Christopher. D'autre part, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que le comité des crédits du Sénat engageait des consultations avec les alliés pour raffermir les sanctions internationales imposées à la Libye. Première réunion ce soir du gouvernement français sous la direction du Premier ministre, M. Édouard Balladur. Principal dossier à l'ordre du jour, l'examen des objectifs du nouveau gouvernement au cours des 4 années à venir. Par ailleurs, une réunion officielle du gouvernement est prévue pour vendredi prochain avec le président François Mitterrand. Voici un reportage. Édouard Balladur, en toute simplicité. Première réunion du gouvernement ce matin à Matignon et le Premier ministre joue lui aussi la force tranquille. Il s'est rendu à pied de ses bureaux parisiens situés boulevard Saint-Germain à la rue de Varennes. J'aime bien marcher le matin, surtout le matin, je préfère Paris le matin. Et puis, il y avait ses ministres, tous ses ministres, 29 au total, il y a encore 48 heures, ils s'y voyaient déjà, aujourd'hui, ils y sont. Tous étaient sur leur 31, il y avait les timides qui découvraient pour la première fois Matignon, les habitués des médias qui paradaient, Le Premier ministre a donné des instructions précises aux membres du gouvernement. La première instruction, c'est la solidarité. Dans les temps difficiles que connaît notre pays, le Premier ministre souhaite que le gouvernement soit un exemple de solidarité. La deuxième mission, la deuxième recommandation du Premier ministre à l'endroit des ministres, c'est de gouverner dans la clarté. Nous avons été élus pour appliquer notre projet et pas un autre. Troisième recommandation, c'est l'esprit de rassemblement. Le Premier ministre a pris soin de rappeler aux ministres que la moitié des Français n'avaient pas voté pour nous au premier tour. Nous devons être le gouvernement de tous les Français. Réunion hier à New York des chefs des deux communautés chypriotes, turques et grecques, pour fixer la date des modalités d'une reprise des négociations sur le problème de Chypre, prévu pour le 24 mai prochain. Le nouveau président chypriote, Glafkos Klerides, chypriote grec, et le chef de la communauté turque de l'île, M. Raouf Denktash, ont tenu une réunion directe hier au siège des Nations Unies en présence du secrétaire général de l'organisation, M. Boutros-Ghali. Le secrétaire général aurait l'intention de proposer quelques idées nouvelles concernant les modalités des négociations. L'île est divisée depuis 1974 après l'invasion de sa partie nord par les troupes d'Ankara. L'ONU préconise la réunification de l'île dans le cadre d'un État fédéral, bicommunautaire et bizonal. Réunion au Botswana cette semaine de l'Assemblée paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique et la CEE en vue de permettre aux pays en crise et en guerre de se réunir et de s'exprimer. La situation politique et militaire en Angola sera le thème principal de la conférence. Voici de plus amples détails. L'Assemblée paritaire ACP-CEE est un forum paradoxal. La 16e session qui se déroule cette semaine au Botswana permet ainsi à des délégations de pays en crise, en guerre, voire en état de totale dislocation, de siéger et de s'exprimer au nom de peuples qu'ils prétendent représenter. Autre curiosité, l'Angola, dont la délégation comprend des députés à la fois du MPLA et de l'UNITA, en guerre sur le terrain. Le plus important, c'est le dialogue entre l'UNITA du Dr Savimbi et le gouvernement. Pour arriver à cela, il est nécessaire que la communauté internationale fasse pression une bonne fois pour toutes de manière courageuse. La communauté internationale doit savoir que ce qui se produit est extrêmement grave. Il y a des milliers de personnes déplacées, des milliers de morts chaque jour. C'est une guerre sanglante qui menace tout le pays de somalisation.
Demain, il sera trop tard. La communauté internationale doit prendre des décisions et faire son possible pour favoriser le dialogue entre les deux parties. Pour terminer, voici un reportage sur les 3 matchs de football qui ont eu lieu dans le cadre de la Coupe de France de football. Héros du tour précédent où ils avaient éliminé Lyon, les joueurs de 4e division de Pont-Saint-Esprit ici Anvers et Cendrillon de cette Coupe de France n'ont pu renouveler leur exploit face à Caen, formation de 1re division. Battu 2-0, ils quittent la Coupe de France la tête haute. À domicile, les Verts de Saint-Étienne ont connu 1000 mots pour venir à bout de la modeste équipe d'Épinal. Saint-Étienne a dû recourir à l'épreuve des tirs au but pour arracher in extremis sa qualification. Pas de quoi pavoiser. Succès tout aussi peu glorieux de Marseille à Rouen, 1-0. 81e minute, énorme erreur d'arbitrage du pauvre et incompétent monsieur Ramos qui accorde un pénalty à l'OM pour une faute commise largement en dehors de la surface de réparation. Voleur transforme, Marseille est en 8e de finale de la Coupe de France. Enfin, place au héros de ces 16e de finale, Ajaccio 2e division fait la fête et élimine Sochaux après l'épreuve des tirs au but. Pau 3e division fait un tour d'honneur bien mérité. Les Palois accèdent pour la 2e année consécutive aux 8e de finale après leur succès sur les Canois de Luis Fernandez, une fois encore après l'épreuve des tirs au but. Voici les résultats complets de la soirée. Monaco et Lens ont peiné. Les Cendrillons du prochain tour se nomment Châtellerault et Pau qui évoluent habituellement en 3e division. Ce sera tout pour ce soir. Merci pour votre attention. Notre rédactrice en chef, Samih Al-Béali, notre réalisatrice, Maï Magnid, Séfine Salaheddine et Walid El Khachab, vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne fin de soirée.